Nous sommes à Gand, dans la ville de Gand, et nous sommes avec les... Il faut que j'arrête de taper sur la table tout de suite. Nous sommes avec les Soulwax. Merci beaucoup de nous recevoir, ça fait plaisir. Euh, Bienvenue. Ah, merci, merci. Jesus, Dave. Non, mais c'est quand même un endroit qui est devenu mythique maintenant, dont on entend parler, qui fait un peu Peut-être rêver. un peu trop. Ah, bah, je sais pas, bah, ça doit être agréable, parce que même quand là, on est juste devant la devanture, Oui, bon, il n'y a rien, il y a le petit logo d'Iwi, oui. il y a le petit crédit catalogue, donc Le 01. le ouais. 01, c'est ici. le quoi. 01, c'est ici, ouais. On voit tout de suite, on avait déjà parlé d'ailleurs, mais de l'influence de l'Hacienda ou de Factory Records dans l'idée de mettre un numéro Oui, de catalogue sur un Oui. endroit, quoi. Ça, c'est vraiment un clin d'œil à Factory et tout. Même dans l'esthétique, je pense qu'on était toujours atterré à ça. Et il y a d'autres, sur le catalogue d'Iwi, il y a d'autres choses qui ne sont pas des disques. Oui, Oui, Ouais. il y a une bague. Il y a cette Il y a bouteille. Il y a Vas-y, une on bouteille- montre la une cave. C'est bouteille quoi de- Ah non, c'est- mais c'est pas c'est- celle-là, hein, Steph. C'est la bouteille de vin qui va être... Ah, ok. ouais, celle-là, ça, c'est celle-là, pas non. celui. Ah, Ça, non. c'était pour le launch de non. l'album. Ouais. On a fait ça. C'était une... c'est un peu un thé, un peu un kéfir Ok. qu'on a fait. Et il y a aussi une bouteille de vin qu'on a Mhm. fait. Et ça, c'est le numéro... Attends, il faut que je demande... C'est peut-être la 13. de 13. 13, C'est la ok. 13, ouais. 13, c'est le vin. Ouais. On a aussi on a un livre qu'on a fait Ouais. avec El Studio, avec Thomas Suberville. Mhm. Euh, Il y a un livre, il y a une bague, il y a des trucs... il y a peut-être un sac. On a ouais. aussi... il y a je pense qu'il y en a deux numéros catalogues qu'on n'a pas pris déjà. Ah. Qui sont libres. Qui sont libres, ok. Parce Ouais. que vous en êtes à combien Ouais. si... 422 Oui. ouais. 422 Non, Ouais. non, 82. Ah, 82, Ah, pardon. ouais, ouais. 422, Ça fait beaucoup. ça va. Ouais, on- ouais. Le premier d'Iwi date de... Alors, le premier, c'est là, mais... Oui. mais d'ailleurs, donc le premier... Le c'est-à-dire 2. que- Ouais, alors le premier 10, c'est Ouais. la référence 2. Ouais. Et c'était vous, c'était qui En effet, c'était nous. Mhm. C'était sous le nom Klanken. Mhm. C'est la 2 et c'était il y a 10 ans. C'était en 2015. Et donc cet immeuble date d'il y a 10 ans aussi ou... Ouais, en fait, fin 2014. Mais c'est vrai que C'est 10 ans septembre 2015, on a sorti le premier Wow. disque. Ouais. Alors là, on est dans la discothèque, hein, si je ne Mhm. dis point de bêtises. Mhm. Il y a aussi des studios d'enregistrement. Ouais. Il y a, alors, on Il y va... en a un en bas, un grand et un petit en haut. Ok. Où on peut travailler en bas. Et si des autres gens veulent faire des démos, des choses comme ça, et aussi partout dans le building, on a des patch blocks. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais tu peux enregistrer. Brancher des micros oui, partout pour partout que... dans le building. Ok. Ouais. C'est pas mal. bizarre, mais Il y a toujours une nurserie aussi, parce que pour Charlotte et Digéry, il y avait une nurserie, vous disiez. En fait, c'est ce qu'on voulait faire parce Un qu'il y a parce Ouais, la que crèche, ouais. parce on a que- besoin d'un crèche. ouais, parce que Charlotte, Boris, nous, on a tous des enfants Ok. et Jeune. ça aiderait, mais non, pas Non. encore. Pas encore. On n'a pas, Prochaine. on n'a pas la place. La prochaine fois. Est-ce que l'endroit, est-ce que ça attire des gens de Gand aussi? Parce que quand on est venu, c'est une petite ville, mais enfin c'est quand même une ville étudiante, on l'a vu, il y a plein de jeunes. Je crois que c'est la plus grosse ville étudiante de Belgique, hein, si Oui. je dis pas de Mhm. bêtises. Ouais. Est-ce que vous avez des pèlerinages des fois de fans qui viennent devant l'immeuble? Oui, de fans, oui. Attends, il y a une petite signe pour Dave. Quelqu'un a mis dans. Hier, De on temps a en temps, reçu un les- truc les pour gens, moi, ils, je sais ils pas. sonnent pas la porte, je pense, Ouais. parce qu'ils ne trouvent pas pour sonner. Mais de temps en temps, il y a des notes, des trucs, ou des disques, des choses comme ça que les gens. C'est cool, c'est cool. Même si de temps en temps on sort et il y a Mhm. quelqu'un qui est en train de faire une photo de building. Ok. Mais aussi, comme tu dis, c'est petit. Je pense la moitié des gens où ils nous détestent, où c'est un peu belge, c'est un peu flamand aussi, cette idée de underdog, de hey, calm, ok? Ok, ouais. Easy, Pas easy, pas trop de blagues ici. la grosse Ouais. tête, quoi. Ouais, C'est voilà. ça, pas la Mm. grosse tête. Mm. C'est ça un peu aussi, je pense. Mais est-ce que vous représentez quand même, parce qu'on parlait de Factory, est-ce que vous représentez pour Gand ce que Factory a pu être Bon, vous n'avez pas un club comme Voilà, l'Hacienda. c'est ça, ouais. ça fait une grande Mais différence. il y a un peu un lien entre oh, mais c'est dur de comparer. Un, mais deux, je pense, eux pour Manchester, oui. Dans la musique culture, oui, pour moi. Et tu peux jamais dire de toi-même, mais je pense peut-être ici à Gand, on était connu pour RNS, pour tout ce qui est techno, Mhm. I Love Techno, 10 Days of Techno. RNS vient aussi de. Ouais, ouais, de ouais, Gand, c'est d'accord. vraiment Renate, gantois. C'est Ouais. Renate, Mhm. le R, et le S, c'est Sabine. Ok. Et ils étaient de Gand. Mhm. Alors, je pense que nous, quand nous avons commencé avec Soulwax, la moitié de cette ville
acheté une sampler et voudrait être DJ techno, et Dave et Steph, ils faisaient des autres choses. Ok. L'autre lien aussi, c'est que vous êtes de Gand, c'est votre ville, quoi. Vous n'avez pas quitté Gand. Bon, vous avez vécu un peu à Londres ou ailleurs, mais vous êtes resté dans votre ville natale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde qui des fois vont à la grande ville. Ça, c'est vrai. C'est un peu aussi l'autre lien avec Factory, que eux aussi, ils vivaient pas à Londres. Non, ils étaient effectivement restés à Manchester. Et c'est le nouvel album, là je l'ai derrière moi. Il est pas, alors, quand on est en train de faire l'émission, il sortira juste après, mais vous l'avez déjà. Il orne la vitrine. C'est quelle référence d'Iwi, là, vous savez? Vous vous rappelez? C'est peut-être Enfin, on peut vérifier, hein, mais 80 peut-être. Moi, je sais pas. J'ai oublié. Alors, il s'appelle All Systems Are Lying. Ouais. Qui peut se traduire. Je parle pas de l'anglais ou français, ça on comprend. Tous les systèmes mentent, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tous les systèmes mentent ou mentent? Il y a plusieurs niveaux, mais je pense que le plus grand, le truc qu'il faut que les gens il faut savoir, c'est que on a on fait beaucoup de choses. Dave et moi, on produit des choses. On a une label, on a le building ici, on est Too Many DJs, on fait des remixes, on a des spatios, et je peux encore continuer. Et je pense que quand on fait un album de Soulwax, c'est différent de toutes ces autres choses, même que faire, comment tu dis ça, sonoriser un film ou faire des défilés. Il y a toujours un pouvoir ou un goal ou un mot d'emploi ou quelque chose que quelqu'un veut. Et je pense avec cet album, c'est la première fois que Dave et moi, on n'a pas fait de limitation, et on est allé dans le studio et on a essayé de voir ce qui est en nous intuitivement, et tu dis subconsciously, en français tu dis inconsciemment, ce qui était en nous, et un des trucs qui est passé, parce qu'on aime bien brancher des machines, on a branché beaucoup de machines vieilles et des trucs nouveaux qui se passent, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui est incroyable. Et ce qui se passait, c'est beaucoup de fois le système crash. Ça marchait pas. Et on était en train de dire, all systems are lying. Un peu aussi, pas négatif, un peu, c'est cool. Peut-être la machine peut faire des autres choses, ou des choses comme ça. Vous aimez bien les erreurs, c'est ça, dans les machines? On est obsédé par les erreurs, the happy accidents qui se passent. Et je pense que All Systems Are Lying, pour beaucoup de gens, c'est une critique sur la société ou ce qui se passe autour de nous, tout ça. Mais premièrement, c'était parce qu'ici, dans notre building, All Systems Are Lying. Les systèmes flanchent, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment... Je pense même c'est le mari de Marie Davidson, Pierre, qui le disait tout le temps. Et All Systems Are Lying. Et je pense à rester avec nous, et on a dit, c'est une bonne titre pour l'album aussi. Et c'est un bon titre pour le morceau qu'on va écouter, éponyme, comme on dit, qui est le nom de l'album et qui est le nom du morceau, les Soulwax, qui sont avec nous dans le Nova Club en direct de Gand. Soulwax, All Systems Are Lying, c'est le nom de l'album, c'est le nom aussi du morceau. Et on est avec les frères, les Too Many DJs, les Soulwax, on est avec eux, on est dans leur maison. On vous a demandé une petite sélection musicale. Bon, on avait la possibilité, vu que là, la radio, on va le filmer, des disques. La question bête déjà, il y en a combien, vous le savez, mais c'est un peu chiant ça. Mais... Steph, il a dit 60 000, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je pense qu'il y a 60 000 dans notre database, mais ils ne sont pas tous ici. Pas tous ici. On a enlevé Moby et on l'a mis dans le warehouse. Mais je sais plus, je crois que c'est de vous qu'on nous avait... on nous avait donné cette anecdote que si on vous demande une référence, vous êtes capable d'aller la chercher tout de suite là. En fait, tiens, par exemple, il est où l'eau? L'eau, je peux prendre. Vas-y. Tu veux? Si tu l'as là. Wow. Le challenge. Le challenge. Version japonaise. Wow. Version japonaise, il me demande pas. Pourquoi pas, avec grand plaisir quoi. Et puis par exemple, l'eau, c'est un disque acheté adolescent ou des choses comme ça. Vous avez des disques qui remontent à l'adolescence? Oui, plusieurs, mais encore plus celle-là, c'est une. Tu sais, notre papa, il était à la radio, il était DJ, et voilà, ça c'est un disque on connaissait parce qu'en fait, c'était pas forcément le disque que aimaient nos parents.
Mais c'était le fameux disque avec le côté expérimental que nous, comme enfants, on aimait quand même. Tu parles de l'eau, de la phase expérimentale, la phase ambiante de l'eau. Ouais. Et je crois que pour plein de fans, c'était quand même... ça changeait de ce qu'ils connaissaient avant. Avant, c'est Young Americans, pour situer. Ah non, c'est Station, pardon. Et alors, pour nos parents, c'était pas le album de Bowie. Mais nous, on avait à la maison. Alors, c'était pas quelque chose que nous, parce qu'on était un peu trop jeunes, je crois. Steph, il avait peut-être 7 ans, 8 ans. Et moi, 3 ans. Alors, non, c'est pas quelque chose qu'on aurait acheté nous-mêmes. Mais oui, il y en a plusieurs disques de notre adolescence. D'ailleurs, plein de disques de sa collection de notre papa. Mais ça fait, je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 000 qui appartiennent à lui. Alors, c'est pas la plupart, mais... 2 3 000 quand même. Et lui, il a gardé des disques, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous, mais il n'a pas de platine. Alors... il vient ici des fois. Dis donc, il galère pour le trouver. Steph, tu trouves pas? Il y en a trop. Trop de l'eau. Ça va me prendre 10 minutes, je pense. Non, c'est bon. C'est vraiment... Et alors, pourquoi vous avez choisi... C'est l'album qui vous plaît le plus maintenant de Bowie? C'est peut-être le disque qui est la référence pour ce qu'on fait dans le studio. Oui. Tu veux dire tout le jeu d'erreurs, parce que c'est vraiment un déjà ça. Ouais, complètement. Vous jouez avec les cartes obliques aussi? Pas pour cet album, on l'a fait. En fait, ça, ce côté un peu dogmatique où tu te mets des limitations, c'est ce que ils avaient fait d'ailleurs avec l'OSC, avec Eno, qu'ils avaient en fait. D'abord, ils avaient mis les mesures et après, ils avaient rempli la musique, tout ça. Ça, c'est quand même quelque chose, pas forcément ça, mais avec plein de projets, on se met des limitations pour trouver l'inspiration. Alors ça, c'est quand même quelque chose qu'on fait souvent. Mais je crois que c'est difficile pour trouver un morceau qui est le morceau Bowie pour nous. Mais c'est peut-être l'album qui gèle un peu le plus avec ce qu'on fait maintenant dans le studio. On va écouter, il me semble, c'est la fin de la Fassa, Always Crashing. Non, c'est l'instrumental. C'est dans la Fassa, en tout cas. Non. C'est la fin. Always Crashing in the Same Car. C'est l'autre côté. Oui, ce morceau, c'est incroyable. Depuis longtemps pour moi. Mais j'ai entendu que c'était l'idée aussi qu'il était... à ce moment... Avant, il était à Los Angeles, il était vraiment paranoïa. Et il était dans le parking tout le temps et il faisait des tours tout le temps dans le parking avec la voiture. Mais je pense que, comme Dave dit, cet album, pour moi, quand j'étais jeune, c'était un des albums qui, comment tu dis ça, en tout, comme un album que j'ai entendu le plus, je pense. Oui, c'est incroyable. Moi, souvent, on me parle de disques sur une île déserte. Et souvent, je dis que la façade de l'eau, que les morceaux sont jamais terminés, ils démarrent. On a l'impression qu'on peut toujours découvrir des choses. C'est complètement fascinant. On va écouter ce Always Crashing in the Same Car, David Bowie, Brian Eno, Tony Visconti. Et ils sont tous sur ce disque. On est avec les Soulwax dans le Nova Club à écouter certains de leurs disques favoris et de gens qu'ils ont pu rencontrer, dont David Bowie, on va y venir. Juste quand même, et je trouve que c'est un bon exemple, je ne sais pas s'il y a eu un artiste aussi énorme qui a toujours été dans l'expérimentation et dans l'erreur dont on parlait, parce que c'est vraiment quelque chose qui l'a toujours obsédé. Et on va parler de Prince tout à l'heure. Prince, c'était beaucoup moins dans l'erreur, c'était des chansons assez normales, on va dire. Là, lui, vraiment, je ne vois pas d'autres équivalents de méga stars comme ça qui aurait joué autant avec les erreurs, les aventures et se mettre des contraintes. Qui a osé, qui a osé de... Et pouvoir faire un disque très vite aussi, c'est pas Pink Floyd non plus. Quoi. Ça pouvait... oui, tout ça c'est vrai, et c'est aussi pour ça que je crois que, pas seulement pour nous, je crois que pour plusieurs générations, c'est quand même quelqu'un qui continue à être relevant. Même il y a 10 ans après sa mort. Et il a aussi été très important pour notre carrière, si tu veux, parce que très tôt,
dans l'histoire de Too Many DJs, c'était lui qui avait vu quelque chose en nous que nous, on n'avait pas encore reconnu. Et on a eu cette relation avec lui jusqu'à sa mort qui a été vraiment important pour nous. Ce qui est drôle, c'est que vous connaissiez avant de le connaître, c'est fou cette histoire. C'était quand même quelqu'un qui passait son temps sur Internet dès les débuts, Bowie. Oui. Et donc vous aviez un forum, c'était un site Soulwax dans lequel vous aviez un forum. Oui. Et vous avez des messages d'un certain David Bowie. Mais vous ne croyez pas, vous disiez que c'était quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que c'est vraiment David Bowie qui est sur ton site, mais on a fait une émission en France, je pense. Oui, avec Guillaume Durand. Oui, avec Guillaume Durand. Voilà. Et c'était bizarre déjà parce que c'était Bowie qui nous a invités. Et... Là, vous ne le connaissiez pas encore? Non, jamais ça, rencontré. Vous saviez qu'il avait écrit... En fait, c'est ce jour-là qu'il nous a dit. Okay. Et en fait, mais c'était bizarre parce qu'on recevait souvent, c'est des gens qui nous envoyaient des messages en disant il a parlé de vous en Rolling Stone ou des trucs comme ça. Et alors, on l'a rencontré à l'émission à la télé. Et continue, Steph, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'était bizarre parce que on était là, il a invité, c'était Damon Albarn, Françoise Hardy, qui d'autre, Air, Moby, tout ça. Et nous, on était dans les coulisses. Et c'était un peu bizarre parce qu'on était là, on pensait, ouais, Too Many DJs, ça va être, on n'a plus de temps, tu peux retourner à la maison. C'était en direct en plus, non? C'était en direct. C'était en direct, c'était live, et c'était un grand truc. Et on était là, et moi, avant ce qu'on ait commencé avec faire Too Many DJs Soulwax, j'ai fait des vidéos, et j'ai fait une vidéo une fois pour Françoise Hardy. Alors, je le vois et je dis bonjour, on ne s'est pas vu depuis longtemps, elle était super sympa. Et je vois Damon Albarn, il est vraiment nerveux parce que c'est Bowie. Et l'atmosphère était un peu bizarre pour nous. Mais on était directement là, on était le underdog, on pensait il ne va pas avoir du temps pour nous. Mais on reste jusqu'au fin de la mission et Bowie demande à tous les gens de partir de la scène. Il veut parler avec Dave et moi sur l'épisode. Et tu dis, OK. Au revoir Françoise Hardy. Oui, honnêtement, ce qui pour moi était... qu'est-ce qui se passe dans moi je vais t'interrompre pour un seconde parce que entre-temps... Moi, je suis le plus grand Bowie fan qui existe. Steph, il est hyper nerveux. Et jamais été nerveux. Entre le temps qu'il vide la table et il demande à nous de rentrer, il joue des petits bouts de vidéo des artistes qui sont un peu comme on fait maintenant. Là, ouais. Et pour lui, et un de ces gens, c'est Jacques Brel. Et j'ai oublié le nom du présentateur. Guillaume Durand. Guillaume Durand, il parle de ce fameux chanteur français. Et 2 fois, David Bowie, il va dire, mais non, il n'est pas français, il est belge. Bah ouais. On pourrait savoir ça, Guillaume Durand. Oui, c'est... Et alors... tout ça pour dire qu'après, il était très conscient du fait qu'on était belge aussi. Et après, il faut rentrer. Et on entre sur la scène, c'est live TV, alors tu peux pas vraiment faire un truc. Et il se lève et il vient de nous dire bonjour, Bowie, et il me donne la main et il me dit I really want to work with you guys. Et moi, mais c'est aussi bizarre de le faire sur une émission parce que c'est pas... Monsieur Durand, c'est un présentateur et tout ça. Et moi, je suis un peu comme ça. Et dans l'interview, il y a Bowie qui dit ouais, ils sont le futur de la musique. Il veut faire ce qu'il veut avec mon catalogue, tout ça. Et moi, je dis non. Je dis non, c'est déjà live sur et je dis non. Et je vois Bowie et il est un peu déçu. Il est un peu déçu. Il dit mais pourquoi tu dis non? Et je dis mais non, mais c'est parfait. Qu'est-ce que je peux? On peut pas toucher. Et lui, on peut pas toucher. Toi, par contre, t'étais là. Moi, j'étais là. Non, David était là. Il dit putain, Steph. Comme ça. Et après l'épisode, on vient chez lui et on part. Il était hyper chez lui, c'est-à-dire dans l'hôtel à Paris. Oui. Non, c'était là. Au studio, il a dans les loges. D'accord. Voilà, il était venu chez nous. On a eu, je dis, on a eu une conversation. Et c'est là où il est parlé de hey, pourquoi
t'as jamais répondu. J'étais sur ton site tout le temps. Et Dave, il parle avec lui comme ils sont des amis depuis longtemps. Et moi, je suis là, c'est fucking David Bowie. C'est bizarre. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai vu Steph qu'il pouvait même pas dire un mot. Non. Et j'ai un livre de Mick Rock qui était sorti à cette époque. Et c'est la seule fois dans ma vie que j'ai demandé de quelqu'un de signer. Et Bowie, il prend le book et il écrit dans « Dear Steph, hopefully we're going to work together. » Wow, il a insisté. et c'était... Mais c'est juste pour aussi... Il y a beaucoup de gens qui parlent de Too Many et tout ce qui se passe. Mais cet épisode, rencontrer lui là, dans ce studio, voir Damon Albarn, voir tout ça, c'était bizarre pour Dave et moi. On parle d'il y a 20 2003, ans. Je crois. Ouais, 2003, et c'était bizarre aussi. Et à cette époque aussi, ce qui se passe, il a eu une arrêt cardiaque et il demande à Dave et moi il était headliner ici en Belgique sur un grand festival. Il demande à Dave, il veut que Too Many DJs remplace David Bowie. Et encore, je dis non. Je dis non, c'est pas possible, je suis DJ, c'est pas vraiment un truc pour remplacer David Bowie. Et lui insiste. Apparemment, non, David, il veut que c'est vous. Et on le fait, et il a eu raison, parce qu'on a détruit. Et là, je pense que, et c'est pas vraiment inconsciemment, je pense que lui a déjà compris que l'énergie que nous, on a eue comme DJs, que tu peux faire sur une grande scène et tout ça. Et nous, on n'était pas vraiment conscients. On était encore, je pense, dans l'idée, c'est Printemps de Bourges, ça arrête là. C'était la plus grosse scène que vous aviez fait alors à l'époque là, c'était... Non, après, on a fait... Après, oui, mais sur le moment. Donc sur le moment, oui. Et c'était bizarre aussi pour nous, parce que c'est comme Dave dit, le jour avant, on était... Nous, on ne croyait pas que c'était vrai aussi. C'était... Mais là, je pense que lui, il a compris directement que ça a le potentiel pour transitionner un peu ce qui est normal dans le culture musique ou festival. Est-ce que vous vous rappelez des messages qu'il mettait? Vous êtes allé les revoir la première fois? Qu'est-ce qu'il écrivait sur votre forum? En fait, ce qu'il faisait, c'était très, très gentil. Il faisait... Hey, I was on Jonathan Ross last night et I've talked about you guys. Ou des trucs comme ça. Juste pour là, encore Jonathan Dave, Ross, c'est un énorme star en Angleterre. Voilà. Encore Dave, il ne croyait pas. Il faisait des trucs comme ça. En fait, vous ne l'avez jamais remercié. Toi, tu as dit non à tout. Mais je pense après, parce qu'après, on a fait... quelques défilés pour Dries Van Noten. Vous avez travaillé sa musique. Vous avez eu les bandes de Heroes. Et Sound and Vision aussi. Et on a fait Sound and Vision pour le dernier de... Tout l'album de Sound and Vision. Le les parts morceau séparées de Sound and Vision et de... Oui. Waouh, c'est impressionnant, non? Oui. Alors, c'est vraiment une... Vous avez la guitare de Robert Fripp à part? Oui. En fait, pour Heroes... Oui. Tout, et pour Heroes, il y a même une piste qui n'est pas sur le disque. Ok. Il se passe quoi? Une ligne de backing vocals de Extrad par Ino, qui sont pas dans... Pour des morceaux aussi anarchiques comme ça, parce que la création de ces morceaux, ça sent quand on avait les pistes. Vous êtes là à vous dire, mais comment ils ont pu assembler pour... mais ça, c'est incroyable, ça. Je pense, mais ça, c'est une autre... C'est quand on fait des remixes, un peu comme des défilés. Je pense qu'on a aussi eu les master tapes de Roxy Music, de Remake, Remodel, Virginia Plain, tout ça. Et quand tu fais les pistes séparément, tu te dis, waouh, ils sont pas en tempo, ils sont pas au même key. Et si tu le fais tout au même temps, tu te dis, waouh, c'est incroyable. Tu as appris beaucoup de tout ça. Et aussi la manière comment ils ont mixé. En fait, on a eu ce privilège un peu à cause de la mode, parce que en 2005, je crois, c'était le premier dont tu parles, de Roxy Music. Le créateur Dries Van Noten, il était venu chez nous en disant, est-ce que vous voulez travailler avec nous pour le défilé? Et à l'époque, il nous avait montré que sa collection était inspirée par le premier album de Roxy Music. Et vu qu'on avait un lien avec eux, on s'était dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un truc de 15 minutes qui est que des trucs Roxy Music et Brian. Et en fait, ça a commencé... un protocole, si tu veux, pendant presque 20 ans, où on a eu plusieurs défilés
de temps en temps, on faisait un où on prenait un morceau et on le allongeait pour un artiste. On allongeait pour faire 12 ou 13 minutes pour un défilé. Et comme Steph dit, on a fait Roxy Music, Simple Minds, Sade, Smashing Pumpkins, Malcolm McLaren. C'est cool. C'est aussi une autre discipline de faire des remixes, parce que quand on fait un remix, c'est un peu un acte égoïste, parce qu'on le fait parce qu'on le veut, comme Too Many DJs, on veut le jouer. Il y a une économie pour ça. Mais quand tu fais un défilé, un peu comme Driss, je pense que ça nous a appris aussi qu'on peut faire des versions qui sont beaucoup plus émouvantes et qui sont... comment on te dit ça, il y a une deuxième ligne où c'est pas la musique seulement, c'est aussi l'image de le mannequin, les vêtements, tout ça. Et c'est un peu comme un scoring un film, c'est ça. Et alors c'était un exercice vraiment cool pour nous, mais on n'a pas fait tout le temps aussi. C'est un peu comme la remix, ce sont des choses que de temps en temps on va dedans et we go in and out, et c'est un bon exercice pour nous. Une question presque technique, mais on dit maintenant avec l'IA, on peut séparer les pistes de n'importe quel morceau. C'est pas vrai, mais le jour où c'est vrai, on sera très content. Est-ce que tu crois que ça va être... Vous qui avez eu vraiment des pistes séparées, est-ce que tu crois vraiment que ça sera à la hauteur des pistes séparées de... Peut-être qu'un jour, oui. J'espère. Peut-être ça va changer beaucoup, mais dans le moment, c'est pas le cas. Parce qu'il y a beaucoup... il y a aussi des projets où ils disent, oui, mais on n'a plus les pistes. Et alors, beaucoup, où il faut que la moitié. Et il faut qu'on utilise AI ou un truc pour le séparer ou faire un truc. Mais je trouve pas que la technologie est encore... Mais en tout, je crois que dans tous les interviews, on a cette question sur l'intelligence artificielle. Et franchement, c'est pas encore assez bien pour s'en servir maintenant. Mais on parle en octobre 25, peut-être qu'en février 26, ça sera beaucoup mieux. Mais maintenant, non. On n'est plus DJ et toi, tu n'es plus sur la radio. On verra bien. On est avec les Soulwax en direct, enfin pas en direct, on est à Gand présentement, on est dans leur discothèque, on aborde quelques-unes des rencontres phares. Vous avez fait les deux des plus grands artistes décédés malheureusement d'ailleurs, Bowie et Prince aussi. Alors Prince, là vous n'avez pas travaillé avec lui directement. Non. Mais vous avez eu ce privilège un peu étonnant. Moi j'ai découvert ces images récemment. Vous vous retrouvez à faire ce que je fais, mais intervieweur de Prince. Oui. Ce qui est déjà pas gagné, parce que des interviews, il en donne très très peu. Enfin, il n'en a quand même pas donné beaucoup. Alors ça, c'est où? C'est une télé? C'est en Belgique? C'est en Hollande. Et je pense que c'est un peu comme MTV. Hollande et Belgique, ils ont eu une chaîne de vidéos dans les années 90 qui s'appelle TMF. Et c'était, je pense, l'alternative sur MTV. Et eux, ça c'est avant Prince, ils ont demandé à Dave et moi, parce qu'on était un groupe indie rock, Soulwax, ils ont dit ouais, si tu veux, tu peux avoir une émission. Et tu peux faire ce que tu veux. Et tu peux choisir les vidéos que tu veux. Et nous, parce qu'on faisait des vidéos aussi et des choses comme ça, je pense qu'eux, ils ont pensé, ouais, ils peuvent faire ça. Et on a fait des émissions, mais vraiment next level. Parce qu'on n'a pas... C'était vraiment DIY. On faisait 15 minutes de FX Twin, 15 minutes de tout ce qui est weird. Et je pense, eux, ils disaient toujours, ouais, c'est bien, c'est un peu le côté niche, mais ils sont cool, on va les rester. Et un jour, ils ont la chance de faire une interview avec Prince. Mais le management, le publicist de Prince dit, ouais, il a fait quelques interviews déjà, mais ils ont toujours fait mal, il est parti. Il est toujours reparti. Il est reparti. Ouais. Parce qu'il ne veut plus des journalistes, il veut des musiciens. Il veut des gens qui peuvent parler un peu de la musique. Et le mec de TMF pensait à Dave et moi. Et encore, je dis non. Je dis non, je pense... C'est bizarre, mais à cette époque aussi, Prince était dans un état aussi, il n'était pas the symbol, c'était tout un peu, comment je peux dire ça? Il était peut-être le symbole. Hein? C'est peut-être le symbole. Juste pas l'appeler Prince, c'était 2000. Hein, mais nous, Dave, c'est une bonne histoire. Dave et moi,
on a eu des tickets pour voir, je pense, Nine Inch Nails. Ouais. C'était quand The Fragile était sorti. Et Dave et moi, on a dit, non, on ne peut pas faire parce qu'on va voir Nine Inch Nails. Et le mec dit, mais non, mais pourtant, c'est important. Et je trouve aucune personne qui peut le faire et il veut vous. Et il a dit, on va changer, on va le faire l'après-midi. Comme ça, vous pouvez voir Nine Inch Nails le soir. Okay. Ouais. Alors, on va dans une studio de TV à Hilversum, ce qui est à Hollande. Et on entre et tout le studio, il est plein avec des stars hollandais. Okay. Mais un peu comme Durand ou des choses comme ça, mais hollandais. Et Dave et moi, on est un peu... Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont tous là pour voir Prince venir et tout. Et eux, ils voient Dave et moi et disent, mais c'est qui ces deux mecs? Ils sont flamands, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Dave et moi, on est un peu, ça va être, this is not going to be easy. On était un peu, ok. Alors on entre, ils ont fait deux chaises et une pour Prince, et on est là, et on attend pour, je pense, une demi-heure. Et nous sommes un peu... Il faut aller à Nine Inch Nails. Je ne vais pas rester ici tout le temps. Et on reste, et il entre, il dit même pas bonjour, il se met, et tout devient silent. Tous les gens, tu vois, les équipes, ils sont, il est là. Et il s'assied. Il y a une fille qui vient avec une grande, je ne sais pas comment tu dis ça en français, a big can of hairspray, mais huge, mais grand. C'est quoi en français? Putain, le gel. La bombe à lac. Ouais. Balac. La lac. Mais vraiment, tu sais que les grands, comment tu dis, Pepper Mills, quand tu es dans un restaurant et ils font un grand truc, c'était comme ça, mais avec du lac. Comme le poivre, tu veux? Mais immense. Immense. Et ils essayent de... Et elle le fait pendant genre vraiment... Je pense 2 minutes. Et Dave et moi, on est à côté, on n'a même pas dit bonjour à Prince, et c'est tout partout. Et Prince, il est incroyable parce que il a même pas nous vu, je pense, et il voit Dave et moi et dit Want some? Et c'était un peu pour moi le Prince que j'aimais bien, The Time ou The Revolution et tout ça. C'était un peu pour nous, ok, peut-être. Ouais. Maybe this is something. Et on essaye de parler un peu et c'est un peu... Attends. La lac, vous en avez pas pris? Non, mais c'était tout. Oui, il y en avait partout. À nous. On fait un break avant que tu nous racontes la suite. Écoutons If I Was Your Girlfriend que vous avez choisi. Extrait de l'album Sign of the Times. Après, on va voir ce que vous vous êtes dit dans ce studio de télé hollandais. On est avec les Soulwax et ils ont choisi ce bijou extrait de l'album peut-être le plus dingue de Prince, qui est Sign of the Times. Ouais. Un des plus expérimentales de Prince. Pour moi, son dernier grand disque. Moi j'aime bien Love Sexy aussi. Il faut dire que je trouve que dans Love Sexy il y a des trucs bien aussi. Mais c'est vrai que c'est l'album qui résonnait le plus avec nous, et voilà, et ce morceau là aussi, parce que ce que lui faisait, c'était pas que les morceaux, c'était comment il utilisait le studio, et c'est quand même quelque chose qui nous a influencé beaucoup. En plus, il est quasi seul à faire ce disque. Je crois que là, il y a plus de Revolution, il y a quelques instruments. Non, mais ils sont dedans. Je pense qu'il oui, a enlevé un peu. Oui et non. Mais bon, il y a 2 albums avant Sign of the Times qu'il a jeté. Et l'autre, c'est Crystal Ball. Là, vous lui parlez. On peut voir les images. Enfin, vous allez nous le raconter, mais on sent quand même que. D'ailleurs, c'est marrant qu'il ait choisi des DJ et tout, parce qu'il n'aime pas du tout. Mais là, on n'est pas DJ, on est encore Soulwax. Alors, c'est pas vraiment tous les DJs encore. Alors, on n'est pas là. Et son publiciste a demandé à Dave et moi, tu peux pas parler avec lui, tu peux pas parler du passé, tu peux pas parler de Revolution, tu peux pas le nommer Prince, tu peux pas le nommer the artist formerly known as Prince, tu peux pas faire tout ça. Love Symbol. Tu peux que demander son nouvel single et c'est quoi ton nouveau clip. Ah oui. Et déjà là, on voudrait aller à Nine Inch Nails. Ouais. On est OK, mais attends. Et ça, c'était prémisse. Et on a parlé avec lui pendant, je pense, 15 minutes. Et on était vraiment, mais honnêtement, juste là, parce que Dave et moi, on est OK, on va parler de Revolution now. Let's go. Et je pense qu'elle a vu qu'on était trop à l'aise. Elle a dit, merci beaucoup. C'était le meilleur interview de toute la campagne parce qu'il n'a pas parti. Et nous, on était, merde, on était juste là. C'est bizarre parce que pour nous, c'était un peu un jour bizarre. C'est un jour bizarre et aussi, c'est
c'est un peu bizarre que maintenant, ça a ressorti et les gens nous envoient des screenshots et tout ça. Mais honnêtement, le lendemain, on avait oublié. Hein. C'était pas quelque chose qu'on a vu Nine Inch Nails. C'était bien finalement ce concert ou pas? Oh non, c'était ok. C'était pas incroyable non plus. C'était pas incroyable. Et c'est ce que j'ai dit en fait, parce que je me souviens très très bien que le retour dans la voiture, on avait écouté de Nine Inch Nails à Gand. On a écouté sans arrêt Sly and the Family Stone et c'était le truc le plus mouvant de la journée. De la journée. Ok, oui, c'est beau ça comme phrase aussi. Mais alors, ce qui est un peu dommage, ce qui est un peu dingue avec Prince, mais je pense que vous n'avez pas percé ce mystère, c'est que moi je trouve dingue comment dans les années 80, il est vraiment pionnier. Il utilise de l'indrum, des machines, mais il n'y a pas encore la house, le rap est en train de démarrer. Pour moi, ma théorie, c'est en 87-88, quand tout ça explose, lui devient très réactionnaire. Musicalement, il se met à parler plus de T-Rex, de funk, de soul, et il s'éloigne complètement de ses boîtes à rythme, et il a un discours qu'on voit un peu dans l'interview où il est quand même toujours à dire, ce qui est une vérité aussi, hein, mais qu'il faut être musicien. Mais visiblement, il n'est pas à l'aise du tout avec toute la culture technologique, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que, en fait, même si on est encore immense fan, c'était juste le fait de le rencontrer à cette époque-là. C'est peut-être pas. Après aussi, même si on l'avait rencontré, c'est peut-être la leçon qu'on a eue. C'est que même si on l'avait rencontré en 1987, je crois que c'est impossible de savoir. Nous, on allait voir, mais comment est-ce que tu as fait le reverse snare ou le clap, tout ça. Mais on va jamais savoir parce que c'est quelque chose que ça se parle pas. Et on voit ça maintenant. Il y a même des gens qui ont ça avec nous dans le studio. Qui se disent on va voir tous les secrets de ça et ils ont dit mais c'est un peu boring, c'est un mec qui fait ça marche. Avec Prince c'est différent que Bowie parce que je pense Bowie était beaucoup plus un curateur un peu c'est bizarre avec Bowie, j'en sais pas le mot mais c'est différent que Prince parce que avec Prince il a un talent. C'était même s'il jouait la batterie ou la guitare ou tout ça, tu fais comme ça. Et une fois, je l'ai vu et il faisait un jam et il était même parti sur scène et je me rends compte parce que on est avec des autres gens et on dit on va partir, ça va durer 2 heures. C'était ok, c'était New Power Generation, c'était pas incroyable. Et là, on tourne le dos et j'entends un truc et je dis wow, c'est quoi? Et je vois un mec sur un Nordlet. Et avec une chapeau, et je dis, mais c'est lui. Il était retourné, il a refait un truc, mais j'ai la manière comment il jouait. Mais tu l'as reconnu. Non, ça me fait, c'est quoi ce qui se passe ici? Et je pense que ça, c'est un truc que Prince, même quand il jouait la guitare, il était un des meilleurs guitaristes, parce qu'on parle toujours de Prince, le compositeur, tout ça, mais il était un peu comme on parle pas de Bowie, peut-être un des meilleurs chanteurs depuis des mecs comme Sinatra tout ça. Oui, et je pense que les deux, ils ont deux talents différents, mais incroyables, qui sont une hyper grande influence à Dave et moi. L'un est quand même, au final, beaucoup plus humble et sympathique. Mais j'en sais pas, c'est ça. Mais il était pas, c'est pas qu'il était pas sympathique. Hein. C'était juste que lui, il était vraiment dans sa propre bulle. Et la différence avec Bowie, c'était lui, c'est plutôt une antenne. Et Prince, il était dans sa propre bulle. Ouais. Prince a un système fermé et Bowie est ouvert. Quoi. Ouais. C'est un peu ça. Quoi. On est avec Soulwax, on a plein d'anecdotes à vous raconter depuis Gand dans le Nova Club. Push Me Fuckhead, c'est le titre de ce morceau de Marie Davidson qu'on adore dans le Nova Club et qu'on a vu, qu'on a rencontré plusieurs fois. Et elle nous avait raconté, d'ailleurs c'était drôle, je sais pas si, elle a dû vous le dire, qu'elle ne savait pas qui vous étiez. Ah oui, donc Marie Davidson maintenant fait des 10 sur Dewey, le dernier album, hein, c'est ça, oui. C'est la première collaboration. Qu'on rappelle, quand un artiste fait un disque chez Dewey, ça veut dire qu'il l'enregistre ici et ça veut dire que vous travaillez sur le disque avec l'artiste. Quoi. Oui, ça, c'est le dogme. Mais souvent ce qu'on fait, c'est les démos, si tu veux, les choses qu'ils ont enregistrées chez eux, on les prend et... Si c'est bien, c'est bien. Tu vois, il ne faut pas changer quelque chose pour changer. Mais oui, on le travaille ensemble. Et alors, comment ça s'est passé, la rencontre? Pourquoi vous vous êtes entiché de Marie Davidson, qui n'est pas une débutante, hein, elle a une carrière depuis un moment. En fait,
Moi, je pense que j'ai acheté un truc d'elle. C'est depuis longtemps. Ça s'appelle Sleazy. C'était un projet qu'elle faisait avec quelqu'un d'autre au Japon. C'était un cassette. Ouais. Et alors, elle était déjà un peu sur notre radar. Là, on l'a rencontrée à Sonar avec Dave P, je pense. Ouais. Et elle faisait un show. Et c'était wow. Dave et moi, c'était une force of nature. Et je pense là, elle a dit ouais, je vais sortir un nouvel album. Et d'ailleurs, le show qu'elle avait fait à Sonar, c'était Sonar by Day. Et le truc qui était un peu impressionnant, c'est que elle a quand même vidé la salle moitié. Ok. Parce que elle faisait, c'était quand même très cool. Elle faisait un truc entre performance art un peu et DJ. Et nous, on n'avait jamais vu ça, un DJ qui sort et qui commence à parler aux gens. De sa jeunesse et tout ça. Et on trouvait que c'était... Il était vraiment... Et on croyait que c'était normal. On croyait que c'était le live de Mary Davidson. Et alors, c'est quoi? Après... Elle nous a dit que non, elle a fait c'est que deux fois et une fois à Sonar. Et en fait, tous les gens qui ont resté sont devenus fans, je crois. Et ce jour-là, ou peut-être son manager nous avait dit « Ah oui, il y a un disque qui sort. Est-ce que vous voulez remixer un morceau ?» Et on a dit... On a entendu un morceau Work It et on a dit « Ouais, c'était vraiment fait dans quelques jours. » Et je pense... Même Marie et nous, on était surpris que même aujourd'hui, Work It, c'est devenu vraiment un peu un classique pour des gens. Mais c'est aussi cool parce que je pense que comme on a parlé, on a fait ça parce que, on aimait Marie. 2, on trouvait qu'on pouvait faire quelque chose qu'on peut jouer comme Too Many DJs. Parce que déjà aussi, c'était un morceau qu'on jouait dans notre DJ set, l'original. Et on jouait dans notre DJ set, mais ça n'avait pas encore le juice. Ouais, voilà. C'est quoi? Ouais, tu veux dire? Je sais pas ce qui est le mot. Ça tapait pas encore. Je sais pas. Alors on a fait le remix et en fait, même si on était un peu en contact par email, texto et tout ça. Le jour où on a vraiment eu la première fois qu'on a pu hang out, c'était le jour du Grammys, parce qu'on était nominés pour meilleur remix. Et on s'était dit... Le remix, ouais, notre remix. De Mary Davidson. Ouais. D'ailleurs, c'est le remixeur qui est nominé et pas l'artiste. Et nous, on s'était dit, mais c'est un peu stupide. Et on n'aura jamais plus la chance pour aller aux Grammys. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ensemble? Et on est arrivé, on était en retard parce qu'il y avait un problème. On est assis et c'était déjà la catégorie meilleur remix. On a perdu. C'était un remix de Madonna qu'on n'avait jamais entendu, qui a gagné. Et Grammy, quoi. Ouais, voilà. Mais c'était entre liner notes et meilleur, je sais pas, meilleur plastique CD, meilleur reissue, un truc comme ça. Alors on était là pendant 7 minutes, je crois. Et voilà, c'était fini, on a perdu et on s'est dit. On dit mais arrête Marie, on va pas rester ici, c'est un peu moche. Il y a Nine Inch Nails. Il n'y a pas Nine Inch Nails. Et on dit mais on a tout le jour, on va s'amuser un peu. On est parti. On est parti, on s'amusait à aller, on était ensemble. Et en fait, c'est elle qui, comment elle le raconte, c'est que à ce moment-là, elle savait que on allait travailler ensemble. Parce qu'elle savait que, c'est pas important pour eux. Il y avait un déclic qui s'est produit. Et je pense comme ça, ils sont toujours quand ils font un tour aussi, ils restent ici dans le studio. C'est devenu quelque chose. C'est la famille. C'est une artiste maintenant qui est signée chez Dewey ou c'est un one shot on ne sait pas. Après, vous n'avez pas de contrat. Les vous êtes contrats, comme Factory aussi, alors il n'y a pas de contrat. On est comme Factory et il faut attention. Parce il y a Emmanuel Barton qui est. Il peut avoir des problèmes après quand il y a. Attends. Mais non, déjà c'est un problème. Pas ce problème-là, mais c'est déjà le truc, c'est que tous les artistes sur Dewey sont, premièrement, ce sont des amis.
Et ça veut dire que, vu que nous, on est tellement busy avec toutes les choses, ça devient un peu pénible de temps en temps quand on doit dire « Ah non, il faut qu'on se concentre sur ça pendant 2 semaines, il faut attendre. » Donc ça veut dire qu'il faut limiter un petit peu le nombre d'artistes. Vous ne pouvez pas signer à tour de bras. Ouais, voilà, ça déjà, et parce que même avec les artistes qu'on a maintenant, c'est difficile. Mais est-ce que aussi avoir un studio et produire ici plus d'artistes, avoir un label, c'est aussi peut-être que vous allez attaquer la tournée, enfin, vous êtes déjà, mais peut-être que vous êtes un petit peu moins aussi festif, party animal que vous l'étiez il y a 25 ans. Peut-être que c'est aussi le futur est plus dans un studio que on the road, Soulwax, puis Too Many DJs derrière et on se couche à midi, quoi. Ou vous êtes toujours comme ça? Moi, on n'était jamais vraiment party animal. Ah ok, d'accord. Déjà, par contre, vous enchaîniez les dates quand même. Ça, oui, mais c'est pas la même chose. Ouais. Alors, est-ce qu'on fait les trucs comme on est à Rio le mercredi et à Bordeaux le vendredi? Non, ça, de moins en moins. D'accord, vous prenez un peu le temps. T'as dit Rio, Bordeaux. Ouais, c'est pas mal. Déjà 5 fois dans ces interviews. Mais et je ne sais pas pourquoi. Mais non, mais c'est parce que je sais que on était à Rio et on a été à... Si. Oui? Je le dis parce que on l'a fait. Et tu te rends compte que c'était Rio-Bordeaux? Ouais, parce que c'était l'enfer. Parce que même de Rio, c'était Rio-São Paulo, Londres, Londres-Paris, Paris-Bordeaux. Okay. Ouais, tout ça, c'est impossible. Ouais, donc ça, vous faites gaffe, vous espacez les dates un petit peu, quoi. Alors. Voilà. Moi, je voudrais dire San Diego à Toulouse. Mais... Avec les Soulwax à Gand, on va parler... quand même d'une des personnes... Bon, il y a aussi... Hier, j'étais avec Yvan Smag, hier, que vous avez dû rencontrer. Pour son livre? Oui, pour le livre, là. Il est au Rex Club, là. Et puis, il parlait dans les gens qu'il avait bien connus, mais je pensais à vous, parce que JD Twitch d'Optimo, et Optimo était un peu proche de choses que vous pouvez faire. Mais là, on va parler de LCD. Enfin, si vous voulez dire un mot sur JD Twitch, avec plaisir. Hein, mais... qu'est-ce qu'il y a à dire qui est dur de parler, parce que c'est quelqu'un qui était... comment tu dis, c'est un peu contemporary. C'est le même... On est tout... commencé au même temps, on était part de le même, un peu le même petit bande de gens qui n'étaient pas forcément que du dance music, mais aussi jouer un peu psychédélique, je pense même. C'est cette idée que tu n'as pas vraiment de style et des choses comme ça. Et aussi, même âge que Dave et moi. Alors, c'est pas... c'était dur de voir et c'est une... Comment tu dis ça? We're gonna miss him. Il va nous manquer. Je fais une parenthèse, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que il faisait ça, Optimo, Too Many DJs, mettre plein de morceaux à la suite. Oui. Mais vous l'avez fait avant... Parce que maintenant, tous les DJ peuvent faire ça, mais vous le faisiez quand même avec des vinyles et tout ça. C'était autrement plus compliqué qu'aujourd'hui. Quoi. Oui, et je pense, nous, on a un autre parcours que lui, mais je pense que... Keith, peut-être, il était beaucoup plus... il était toujours big fan de tout ce qui était belge un peu, Front 242, tout ce qui se passe, New Beat et tout ça. Et pour nous, c'était vraiment autour de nous tout le temps. Alors nous, on a pris une autre route comme ça, mais on est venu au même endroit et on connaît tout Masterhead by Front 242 et SPK et tout ça. C'était pas loin. C'est juste que quand tu vis dans ton propre pays et tu le vois partout, c'est moins exotique que quand tu vis en Écosse. Et j'ai l'impression que ce qu'eux, ils ont fait avec Subclub à Glasgow, au même temps, ça se passait aussi à Londres avec Harold qui faisait Trash. Et ce sont des endroits qui étaient, pour Dave et moi aussi... hyper important. Vous avez eu là on va arriver à le Sound System, comme une famille mondiale de gens. C'était une famille, vraiment. D'amis qui avaient à peu près... Et vous avez tous un peu percé au même moment. Même Yvan, parce que je pense qu'Yvan c'était Black Strobe sur Output et tout ça. C'est là qu'on l'a... Mais Yvan, il est peut-être un peu différent parce qu'il avait déjà... même avant Black Strobe, il était déjà un DJ fameux à Paris. Bon, ça venait de commencer quand même. Mais LCD Sound System, effectivement, là c'est là où on peut faire les liens les plus forts entre Soulwax et LCD Sound System, il me semble, musicalement. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Mais c'est aussi dur pour nous de parler de ça parce que quand on parle des autres gens qui sont des influences, un peu comme on a parlé de Prince même ou de Bowie, des choses comme ça, même si tu l'as rencontré une fois, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment dans ta vie. Avec James,
avec LCD, waouh, ça c'est vraiment it's a family story. C'était part de notre vie. On était là pour, je pense, les premiers 50 ou Est-ce que tu veux dire I was there? Yeah, that's what I was doing. Mais c'est dur d'expliquer aux gens comment on était impliqués dans beaucoup de choses de ça. Et même encore, quand on fait des spatiaux, c'est un truc qu'on fait ensemble avec James. Mhm. Et on le voit la semaine prochaine aussi à Miami. Ouais, c'est... Il y a trop Votre première rencontre, vous vous rappelez la première? C'était dans un magasin de disques qui est devenu Phonica, mais à l'époque ça s'appelait Kubla. Et on s'est rencontrés là-bas. Donc c'est où? Phonica, je ne me rappelle plus. Phonica, ça existe encore. C'est à Londres. C'est à Londres, c'est ça. C'est à Londres. Et d'ailleurs, c'était Trevor Jackson qui nous avait introduit. Et voilà. 24 ans après, okay. C'est encore un de on se parle encore. Là, vous avez choisi un remix que... Hop, ça j'ai pas voulu. Vous avez choisi un remix que vous avez fait pour LCD Sound System. Ouais, parce on que a fait plusieurs. Ouais, parce qu'on savait pas quoi choisir. Mais si tu veux, tu peux jouer autre chose. Hein. Ah non, mais moi je vous suis, moi ça me va très bien. Quelqu'un va faire le DJ radio pour l'annoncer. Ah non, c'est Steph. Ce qu'on va entendre. Oui, c'est notre remix de un morceau Get Innocuous de LCD et c'est dur de dire quelque chose plus que c'est honnêtement le plus proche de Dave et moi musicalement. Je pense aussi un band qui jouait avec des instruments live, qui a aussi cette esthétique électronique dedans, mais nous sommes tous des indie kids. Tous les gens dans LCD sont un peu comme Dave et moi. On aime aussi, je pense, Suicide, mais aussi Prince ou aussi Bowie ou des autres choses comme ça. Et c'est cette mélange de ces deux. Je pense de tous ces... On peut être indie rock et on peut être dance. Et je pense, juste comme fan, c'est un de mes groupes favoris. Même si c'est un de mes meilleurs amis, c'est dur de temps en temps parce que je veux plus savoir, mais ils sont un de mes groupes favoris dans le monde. LCD Sound System remixé par les Soulwax, et on est avec les Soulwax puisqu'on est en direct de Gand dans votre liste. Alors là, ça m'a plus surpris. Je vois. C'est vrai? Groupe. Je suis pas très familier de ce groupe. Je dois avouer. Okay. Le Queens of the Stone Age. Okay. Alors, je veux bien que vous me disiez pourquoi. Alors, comment je peux expliquer? Notre premier album. On a enregistré à Los Angeles, le deuxième aussi d'ailleurs, mais le premier on a enregistré à Los Angeles, j'avais 19 ans et on était hyper fan d'un groupe, tu sais, pendant que tout le monde ici faisait techno, nous on a pris l'autre direction et on était hyper fan d'un groupe qui s'appelait Kyuss. Et Kyuss en fait c'est le groupe de Queens of the Stone Age avant Queens of the Stone Age. Et le monsieur qui a produit ces albums-là, il avait aussi un autre groupe qu'on adorait qui s'appelait Masters of Reality. Et c'était déjà bizarre pour un groupe belge petit, même pas connu en Belgique, qu'on envoyait notre démo et il disait « Ouais, mais j'adore, venez chez moi, on va enregistrer à Los Angeles. » Et on a eu la chance que, je ne sais pas, 4 mois, on était là, on a enregistré dans les studios un peu fameux. Et c'était juste à l'époque où Kyuss était fini et le chanteur Josh Homme, il a commencé un nouveau projet qui s'appelait Queens of the Stone Age. Alors on s'est rencontrés dans un moment un peu, ça se dit pivotal? Ouais, voilà. Mais pivot, un moment pivot ou charnière. Ouais. Alors pour lui et pour nous. Et comme dit Steph de LCD Sound System, que c'est encore un de nos groupes préférés parce qu'il mélange non, peut-être pas à cause de ça, juste à cause de tout, mais avec Queens of the Stone Age, je crois qu'il y a quand même un lien où le côté énergie, le côté rock, le côté guitare, si tu veux, côté chanson, ils sont quand même très proches de tout ce que nous, on adore dans la musique. C'est vrai? Oui. Je pense que
C'est dur d'expliquer. C'est cool que tu dis, mais je ne suis pas vraiment connaisseur de Queens, mais je pense qu'on vit dans un monde où, c'est vrai, je suis sûr qu'il y a une émission pour rock où Queens of the Stone Age sont comme Queen ou AC/DC pour beaucoup de gens. Et je pense que quand nous, on était ici, c'était tout, comme on dit, c'était tout techno, R&S, I love techno, 10 days of techno, no days of techno for Dave and Steph. On était ici et la musique qu'on aimait bien, c'était des groupes qui sont du Palm Springs, qui s'appelle Desert Rock. Ils sont là et mais il y a un groove. C'est dur d'expliquer, mais il y a un groove et un mélancolie dans cette musique qui nous a attirés à ce point. Et c'est devenu un peu notre DNA aussi. Et je pense que beaucoup de fois, les gens référencent Soulwax, des morceaux comme Crack ou Newark Excuse, tout ça. Mais Newark Excuse, c'était Dave et moi qui ont fait un morceau sur guitare qui était un peu comme Queens of the Stone Age. Et là, on était allé à New York avec James. On a complètement refait parce qu'on voudrait faire quelque chose qu'on peut jouer comme Too Many DJs. Mais avant tout ça, notre DNA était un peu dans cette part du monde qui était un peu desert rock, LA, un peu CD. J'aime bien ce genre, je connaissais pas Desert Rock. Ah non, je connaissais pas le nom, j'adore l'idée. Non, mais l'idée c'était pour eux parce qu'ils jouaient vraiment dans le désert avec des generators. En fait, ce qu'ils faisaient, c'était generator parties. Alors, tous les jeunes de Palm Desert, Palm Springs, ils allaient dans le désert, il n'y avait pas d'électricité, avec des générateurs. C'est un rave party pour rock. C'est ça, voilà. C'est rock rave. Et c'est pas du tout un lien avec la musique dance ou électronique qu'on parle. Mais pour Dave et moi, si Gand n'était pas assez important pour la musique électronique, je ne pense pas qu'on va aller dans cette... ça nous a poussé de faire un autre truc et de rechercher des autres choses. Okay. Et je pense qu'on est tombé sur ça, 2 mecs de Gand, ou 4 mecs de Gand, et on était complètement into guitars, la batterie, c'était vraiment desert rock, c'est ça. C'est Stone Rock. Bah, écoutons un peu de Desert Rock avec des Soulwax qui sont avec nous et on continue d'égrener un petit peu la liste des artistes soit avec lesquels ils ont travaillé directement ou influencés. Là, qui sont des influences. Oui, des influences. Bah, là, c'est quelqu'un qu'on adore aussi à la Radio Nova, qui est venu plusieurs fois dans le Nova Club, qui est vraiment... les deux d'ailleurs, que ce soit Bolis Poupoul ou que Charlotte Adigéry. Et les deux ont fait leurs albums ici, dans cette maison. Attends, eux, ils ont des liens avec la Belgique, plus fort, non ? Ils sont belges. Ils sont belges, c'est ça, oui, pardon. Excuse-moi, j'ai oublié les origines. Et ils sont de Gand aussi. Ils sont de Gand, les deux, carrément. Oui, ils sont de Gand. Et on connaissait Bolis. Son père, c'est Boris. C'est ça. Moi, j'ai même... BD. Kamagurka. Il était incroyable. Et il faisait aussi des... dans les années 80, il était dans Harakiri et tout ça. Avec, et Raw Magazine aussi. Et Raw Magazine et tout ça. Il est son père est vraiment je pense, une grande influence à Dave et moi aussi, parce qu'il était un peu counterculture, BD, un peu comme ça. C'était vraiment wow. Alors, on connaissait Bolis depuis longtemps. Depuis qu'il avait 10 ans. Mais il est plus jeune que vous, quand même. Oui, il y a 10 ans moins que... 10 ans moins que Dave. Alors, lui, on le connaît depuis qu'il avait 10 ans. Et pendant qu'il commençait à faire de la musique, on a toujours un peu aidé, si tu veux. Et en fait, à l'époque, il travaillait ici, au studio, pour enregistrer, digitaliser les disques. Et il avait un autre groupe, Hong Kong Dong, avec sa sœur et son mari. Et un jour, il a dit « Ouais, mais... tu sais, j'aimerais bien faire un truc peut-être aussi sur Dewey. » Il nous a joué des démos. On a adoré. On a sorti un maxi avec lui. Et en même temps, un peu, il y avait Charlotte qu'on a rencontrée parce que déjà Gand est petit, mais on a fait la BO pour un film belge qui s'appelle Belgica, où on a... comment je peux expliquer ça ? On a sorti 17 morceaux de fake groups, mais à chaque fois, c'était des collaborations que nous, c'est nous qui ont
écrit les morceaux et tout ça, qui étaient dans le film. Et un des morceaux, c'était avec une fille qui s'appelait Charlotte Adigéry. Alors, on s'est rencontrés là, on avait vraiment un bon feeling. Ouais, feeling. Et elle aussi, elle avait besoin d'un peu d'argent. Et elle aussi, elle est venue travailler au studio pour enregistrer des disques. Et elle aussi, un jour, nous a dit, oui, tu sais, j'ai aussi fait quelques morceaux, est-ce que je pourrais vous jouer ça? Et je crois que c'est Steph qui avait dit, ouais, mais on va faire cette date, on va travailler ensemble au studio. Et le jour où elle devait venir, on était au Japon. Ah. Et c'est Steph qui disait, ouais, mais j'ai une bonne idée. Il y a Boris qui est là. Il y a Boris qui est là. Génial. Faut le mettre ensemble. Je pensais que Dave dit maintenant que c'était... Je pense que là, déjà, je trouvais qu'ils ont le même sens de humour. Oui. Et alors, c'était pas trop loin pour moi. Non. Bien vu, en tout cas. Et je pense que... Mais au début aussi, parce qu'ils ont des autres projets aussi, ils n'étaient pas vraiment dedicated pour faire tout ça. Et on a poussé un peu, et non, il faut faire un maxi. Non, on a besoin d'un morceau. Ah, mais j'en sais pas. Mais de plus en plus... Aussi, et c'est ça quelque chose qui est important, parce que tu es ici dans la bibliothèque ou le discothèque, comme tu dis, mais cette table ici, c'est où on est tous les après-midi, on est toujours ici, ou c'est avec Marie, ou Charlotte, au PM, ou Oli, des gens de Assamont et tout. Et il y a beaucoup des idées qui sont formées ici, ou des sujets qui sont ici. Et la moitié des disques que nous, on a fait, c'est pas vraiment... c'était vraiment comme des antennes, je pense. On entend c'est quoi les choses que pour eux qui sont les plus importantes aussi, et des choses comme ça. Tu veux dire que le disque se prépare autant ici et sur je veux cette dire, table c'est ça que je veux dire aussi avec Charlotte et Boris aussi, quand on a fait le dernier album, je pense, nous et Dave, on a compris parce qu'on a entendu ici eux parler de racisme pour eux. C'est quoi ce qui se passe dans leur vie systématique ici dans cette société flamande. Rappelons que l'un est d'origine asiatique et l'autre est noir. Oui. Donc ils vivent le racisme plus fortement. Mais même entre nous quatre, on n'a jamais parlé de ça. Mais là, de plus en plus, quand on parle de tout ce qui se passe dans le monde et on parle, ils nous racontent des histoires. Et ça reste dans nos têtes aussi. Alors quand on a commencé à l'album, je pense Dave et moi, on a dit, mais c'est cool, mais à l'autre côté, ça sera cool si on peut parler de les choses qu'on parle ici et on peut le faire dans un sens qui est à vous. Pas fuck racism, non, mais tu le fais dans une manière où ou sexism, ou des choses, whatever it is. C'est ça. Et je pense personnel, des choses que vous avez vécues. Oui, et je pense qu'on a vraiment... Mais personnel pour eux, c'est-à-dire qu'ils le doivent le faire, parce qu'on parlait de Kamagurka, son père, avec l'humour. Et ça, c'est la façon dont eux, ils le font, et peut-être deux autres gens le feront différemment. Ceci dit, c'est un peu cliché, mais l'humour et la Belgique, c'est quand même quelque chose qui est assez, que ce soit la BD, que ce soit Telex, que ce soit Pouvord. C'est pourquoi on dit ceci c'est pas un cliché. C'était l'idée aussi. Et je pense aussi que même Marie a la même chose. C'est vrai. Pour moi, quand on était avec Marie, c'est différent, mais cette idée que tu as aussi un pied dans la culture francophone ou hollandais ou allemand ou anglais, ça vous donne aussi une autre manière d'être surréel ou abstrait ou, dans ton humour. Ou dans Même dans les jeux de mots, ils peuvent parler dans plusieurs langues. Et je pense avec eux, je pense que cet parcours était incroyable. Et là, deuxièmement, je pense qu'on a aussi leur dit qu'il faut que tu le fais live. Et on a fait quelque chose ici en bas pour développer et d'essayer des choses comme ça. Et là, dans le moment, quand tu le vois live, tu te dis, waouh, c'est incroyable. C'est aussi pour nous, je pense, et je ne sais pas pour Dave, mais c'est le truc qui je suis fier parce que on a créé tout ça ici, à cette table, et c'est devenu un truc qui pour beaucoup de gens n'a rien à faire avec Dave et Steph, mais c'est à eux maintenant, et c'est bien. C'est commencé ici à Dewey.
À propos d'humour, j'espère que cette table ne coûte pas aussi cher que le bureau de Factory Records. Bah, un jour, peut-être. Ouais, peut-être, oui, c'est vrai. Et ils travaillent sur des nouveaux projets, là, actuellement Oui, on est en train de faire le deuxième album. On a déjà commencé. Ouais. Ça veut dire que là, ce soir, on va aller dîner avec Charlotte et Bolis. Ils sont dans la ville? Ils sont pas là, non, parce que Charlotte, il fait le jury du festival film ici, et Boris, il est à Portland. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, la prochaine fois, on reviendra à Gand. Mais tu vas aller dans le restaurant où un des mecs d'Asamoto. Alors, oui. il y a toujours un lien avec Dewey. Charlotte Adigéry, on écoute le morceau cliché, justement, le Soulwax remix, puisqu'on est avec les Soulwax. Theme from Great Cities, for Great Cities. C'est les débuts de Simple Minds, là. On est avant les tubes. Avant ce qui sont Alive and Kicking, Don't You Forget About Me. Oui. Don't You, c'était bien. Alive and Kicking, ça devenait dur, non? Et Belfast Child, c'est là où on est moins intéressé. Mais cette période-là... Ça, c'est les débuts. Donc, c'est le début. C'est pas c'est même pas déjà le début. Le troisième album. Je pense le quatrième album. Ah oui, déjà. Le troisième. Okay, d'accord. Oui. Mais je pense que... comment je peux dire ça? J'en sais pas comment tu dis, mais underrated groupe qui dans sous-estimé. Sous-estimé et aussi vient de Glasgow. Et à cette époque, faisons une mix de, je pense aussi électronique avec des live drums et des choses comme ça. Et sont hyper influencés, je pense aussi avec tout ce que le Rita faisait et Bowie et tout ça. Mais pour moi, quand moi j'étais jeune, je l'ai vu une fois, par chance, parce que mon père, c'est une longue histoire, alors, mais j'étais là, j'étais 10 ans. Et c'est cette époque, c'est avant ce qu'ils se font New Gold Dream et tout ça. Et ce morceau, quand tu sortis, même aujourd'hui, c'est instrumental. Il n'y a pas Jim Kerr qui chante. Et c'est quelque chose de bizarre, mélancolique, mais groovy. C'est un peu, je pense, dans ces premiers disques de Simple Minds, eux, ils font un truc où ils mixent un peu des grooves, je ne vais pas dire disco, soul ou funk, mais avec une edge un peu new wave et tout ça. Et c'est quelque chose que je retrouvais avec LCD ou avec des autres bands, mais eux, ils étaient les premiers, je pense, de faire comme ça. Et ça se jouait dans des boîtes de nuit. Et ça, c'est quand même important. C'est important que Team from Great Cities, c'est un morceau qui ici et en ancienne Belgique, à Anvers et tout, je dis avant la période de New Beat et tout ça, dans les années 80, c'était un des tubes, c'était un des morceaux avec Fat Gadget et tout ça, que les gens, c'était vraiment un dance floor hit. Et pour quelqu'un comme Dries Van Noten, c'était un des morceaux mythiques, un peu romantiques. Il dit, wow, parce qu'il ne chante pas, c'est instrumental. Est-ce que c'est mieux qu'il ne chante pas? Ah ouais, c'est ce que lui il dit. Lui, il dit qu'il est le meilleur truc qu'il a fait dans sa vie, c'est de ne pas chanter sur le démo de ça. Mais ils étaient hyper forts, je trouvais aussi live. Quand je me rends compte, c'était waouh. C'est marrant, est-ce que ce groupe a pas... Ils ont gagné énormément d'argent avec leur succès, mais ça fait que le groupe est presque oublié maintenant. Il n'est pas très culte. Tu dis ça, mais c'est pas du tout vrai. Okay. Ils font des tours encore. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Ils sont pas que. C'est pas comme. On va peut-être. Ils auraient fait que 4 albums. Ils seraient peut-être. On en parlerait. Beaucoup plus. Ce serait le Dorothy Column de maintenant. Voilà, ça, mais je pense aussi que Dave et moi, si on est vraiment honnête avec toi, un de les 100 idées qu'on n'a jamais fait. Il y a cette idée, j'ai eu toujours cette idée de faire un remix album de tous ces morceaux qu'ils ont fait avant ce que tu connais, Don't You Forget About Me, tout ça, parce que je trouvais que c'est fort, c'est vraiment fort. Et les gens qui ont vu aussi, à cette époque, quand je parle, aussi disent, waouh, c'était plus fort que U2 ou tout ce qui se passait à cette époque. Mais c'était tout, je pense, c'est côté de synths avec une... Comment je dis ça, une rhythm section qui est vraiment on the money, c'est wow. On parlait des Simple Minds avec les Soulwax. On est
à Gand, dans la ville de Gand. On est dans les studios d'Iwi, dans la maison d'Iwi. On est avec les frères Solwax qui sont avec nous. Oh, je vais parler d'un groupe que j'aime un petit peu d'ailleurs. Dans le Chant de la Machine, il y a un chapitre sur New Order. J'ai vu. Et dans les groupes évidemment immanquables, on a un peu le même âge, la même culture, mais dans les groupes qui ont fait alors peut-être plus que tous les autres, hein, du punk à la techno, rarement un groupe aura été aussi important. Vous avez jamais collaboré avec eux directement? Non. C'était jamais le bon moment. On a été demandé quelques fois, mais c'était pour remixer des choses et des choses que malheureusement on n'entendait pas, quelque chose qu'on pouvait rajouter. Des nouveaux morceaux. Mais il y a 20 ans, je crois, on a rencontré Peter Hook. Et voilà, c'est clair que... Avec Arthur. Avec Arthur Baker, oui, le lien, c'est ce producteur new-yorkais mythique. Oui, mais parce que Arthur, nous, on a rencontré Arthur quand... Bizarre, en fait, que Arthur est devenu très tôt, 2001. 2001, Arthur est venu ici à Gand, quand on était dans notre vieil studio, et il restait ici un week-end avec Dave et moi. Et là, on a eu un clic avec Arthur parce que, OK, c'est Arthur Baker. C'est beaucoup de choses qu'on peut parler. Mais ce qui était marquant, c'est que nous, à cette époque, je vais encore dire, tout ici était RNS, tout était techno. Art est venu ici et on a directement comment je peux dire, connecté un peu. On parlait de Stein Family Stone, Allman Brothers Grand Funk Railroad, Allman Brothers Band, des choses des années 70 qui n'étaient pas du tout... techno. Oui. Ouais. Et là, on a parlé beaucoup avec lui de New Order parce que j'ai dit à lui, pour moi, Confusion et Corruption, Power and Lies, c'était le premier disque que j'ai acheté avec mon argent à moi-même. Mais c'est pas Arthur Baker. C'est pas Arthur, mais Confusion. Mais pour moi, ces morceaux, Your Silent Face, tout ça, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est... C'est dur d'expliquer aux gens comment, how important tout cette, comment tu dis ça, the trajectory de New Order, d'être Joy Division, d'être New Order, d'aller à New York, de faire un morceau avec Arthur Baker. C'est un les trajets le plus bizarre, d'être sur Factory, d'être... Toute cette idée, avoir l'Hacienda, être inclus dans tout ça. D'avoir perdu tout son argent dans l'Hacienda aussi. Ouais, mais perdre tout son argent avec le maxi de Blue Monday. Blue Monday. Et là, on est devenu... Parce qu'on parlait de Prince et de Bowie et tout ça, mais je pense que eux, d'être de Manchester, ils étaient toujours un peu underdog. Quand on parlait avec Hooky, ils voyaient beaucoup, je pense, avec Dave et moi, qui étaient, ils sont un peu comme nous, un peu, pas d'une grande ville, on reste là. Oui, ils aiment bien ça. Moi, ils me chambraient Oasis, Indie Oasis sont partis à Londres, ils sont à Manchester. Non-conformist, c'est non-conformisme dans une manière. Et alors, je pense que c'était à cause de Arthur, on a rencontré Hooky et une fois Burnett et tout ça. Mais ça, c'est vraiment la musique. Parce qu'on parle de Bowie et Prince et tout ça, mais ils étaient déjà des grands stars. Mais là, c'était... T'as grandi avec. Oui, grandi avec. Aussi, Blue Monday, même aujourd'hui, on le joue tous les fois. Parce que c'est encore incroyable. Je peux pas vraiment expliquer, parce que je pense même quand on a construit le bâtiment, inconsciemment, on a utiliser un peu l'esprit de Factory, de ce qu'eux ils ont fait et tout ça. Alors on a vraiment, comment tu dis ça, huge respect pour tout ce qu'eux ils ont fait. Et musicalement, je comprends pas encore comment tu peux être dans un des groupes le plus important des années 80 qui est Joy Division avec Ian Curtis, et tu refais toi-même et tu l'appelles New Order avec un chanteur qui est complètement l'opposé de Ian Curtis, mais tu fais aussi des morceaux qui sont, même encore aujourd'hui, il y a aucune personne qui a fait comme ça. C'est wow, c'est vraiment wow. Et je pense qu'on a toujours eu une sympathie énorme pour ça. Tony Wilson, vous l'avez rencontré ou pas?
Non plus. Non plus. On aurait bien voulu. Ouais. Non, en fait, toute cette histoire, pour nous, c'est vraiment. Mais aussi la manière qu'on a rencontré une fois un hockey, c'était sur le. Peter, je rappelle, c'est le bassiste. Oui, excusez-moi. On a qui est plus dans le groupe, qui s'est fâché avec les Attends. Avant ce qu'ils ont discuté, on l'a rencontré sur le mariage de Arthur. Ok. Et là, je l'ai rencontré la première fois et j'étais vraiment starstruck parce que. Et aussi, le mec, il est grand, c'est un grand caractère et il est venu directement pour moi et m'a dit je pense que tous les morceaux vont être remixés par Soulwax. C'est toujours meilleur quand toi tu le fais. Et j'étais ok, merci monsieur Hooky. Et c'était là, c'est déjà fait et après on s'est rencontrés et j'ai aussi vu que peut-être un peu comme Oasis. Quand tu viens de Manchester ou de Gand ou de tout ça, les petites histoires entre tout et se battre et parler de tout ça. Et je dis pas que je l'ai, mais tu vois un peu que ils pouvaient pas être New Order s'ils n'étaient pas de Manchester. S'ils étaient de Londres, c'était pas. Your Silent Face, le morceau d'inspiration très Kraftwerkien d'ailleurs de New Order, extrait incroyable. Puis cette pochette sublime aussi de Peter Saville, quoi. Power, Corruption and Lies, le deuxième album de New Order. Il faut aussi dire un truc de bibliothèque qui est étonnant parce qu'on parle de. Pourquoi vous dites bibliothèque? Vous ne dites pas discothèque? On ne dit jamais discothèque, on parce dit que toujours bibliothèque. Chez nous, discothèque, c'est un club. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Alors pour nous, c'est toujours mais discothèque, c'est aussi bien. Mais quand on parle c'est la base du mot. Bon, j'en parle là-dedans. C'est la base du mot discothèque. C'est, oui. Ça, 100%. Mais les gens parlent des disques ici, commentent, sélectionnés et tout, et blablabla. Mais ce qui est passé dans le moment, c'est que les disques sont devenus. Ils ont une autre connaissance ou une autre. Comment je peux dire ça Valeur, parce que de rester sur New Order, il y a des fans de New Order qui ont toutes les copies de Blue Monday, toutes les versions. Il y en a, je pense, 50 ou 60. Et ils sont venus ici, ils ont donné à nous parce qu'ils ne voudraient pas vendre, mais ils trouvaient que c'était le meilleur endroit pour rester là archivé. Alors, on a quelques collections des gens ici dans le moment. C'est beau. Mais c'est aussi un peu bizarre parce que c'était ma collection et Dave aussi avant, et c'est devenu la collection des autres gens aussi. Et je ne peux jamais vendre les 50 Blue Mondays que j'ai. Mais 50, c'est le même morceau, c'est juste des même version colombienne. Mais il y a quand même des versions différentes. Oui, il y en a, mais rien ne vaudra l'original. C'est un morceau quasiment impossible à remixer. Même le remix de Quincy Jones, il n'est pas bien. Mais même, tu sais, c'est une erreur. Le début de pas. Ah oui, ça devrait être pas. Et en fait, c'est une erreur. Il y en a 3 cuts qui sont pas comme ça. Qui n'ont pas l'erreur. Savent le mec qui a fait le cut pour le premier. Oui. Donc là, vous l'avez. Welcome to. Bon, on termine avec un pote à vous, en l'occurrence. Quand on parlait de l'international au début, on racontait un petit peu des liens. De Montréal. Ouais. Bon, on aurait pu citer aussi la bandette Banger, mais bon, on les connaît bien, donc tout va bien. Mais oui, il y a une espèce d'international autour aussi de Soulwax. Donc, un de vos potes de Montréal, en l'occurrence, c'est Taiga. Chaque fois je dis Tiga, mais on pense au Tiga, rappeur. c'est Tiga. C'est Tiga, non, je sais jamais comment le dire. Il y a Taiga le rappeur, c'est Tiga. C'est Tiga, c'est bien Tiga. Tiga, alors racontez-nous un petit peu. Où est-ce qu'on D'ailleurs, ils jouent avec Yvan Smag à Paris ce soir. Au moment où je suis en train de vous parler, ils sont au Rex Club ensemble. Ouais, je sais. Alors, là... faut pas le dire. Non, c'est qu'on s'embrouille dans les dates, c'est pas grave. Je voulais dire que la semaine dernière, Yvan Smag a joué avec Tiga. Ça, c'était vraiment cool, ça. J'aimais vraiment bien ça. Mais on le gardera. Il faut couper ça. Toi, tu dis... On gardera. Désolé. Et c'était incroyable. C'était fou. Alors, Tiga, je crois que c'est peut-être le premier truc qu'on a produit. Le premier artiste qu'on a produit qui n'était pas nous-mêmes, tu vois. En 2003, on a commencé à bosser avec lui sur son premier album, avec You Gonna Want Me. C'était le premier truc qu'on n'a jamais fait. Et en fait, les 3 premiers albums, on a produit ici à côté parce qu'on avait l'ancien studio.
Et il est devenu un de nos meilleurs potes. D'ailleurs, il est le parrain de ma petite fille. Alors, il y a vraiment une connexion forte. Mais musicalement, ce qui est cool, parce qu'on parlait de ce côté Queens of the Stone Age. Il déteste la guitare. Lui, ce qui est cool, c'est que on est arrivé au même endroit, mais lui, il venait de Goa. Ok, la trance Goa. Il est né. Oui, son père était un des premiers DJ. Enfin, New Beat et trance Goa, il y a des liens. Tu peux faire des liens. Oui. Il faut aller à Alexis Le Temps. Mais il est un enfant de Goa. Alexis, tu parles d'Alexis. Oui, Alexis, il est le connaisseur. Mais Tiga était vraiment, je pense, le premier 5 ans, il était là avec ses parents. Il habitait à Goa. À Goa. Okay. Alors son père était un des premiers hippies qui est allé là-bas et était un des premiers DJ. Et les liens un peu, je pense, pour nous un peu, et aussi avec Pias, c'est parce que son père, dans les années 80, aimait vraiment bien des trucs New Wave, Cold Wave, un peu belge, tout ce qui était Toxic the Moon, tout ce qui était tout ça. Et, mais le côté rock, ce qu'on parle de tout ça, ou même tout ça, non, ça marche pas. non. Mais quand on est dans le studio, il porte toujours des guitares, mais il peut pas jouer. Oui, parce que dans sa tête, et ça peut-être moins de ça maintenant, mais à l'époque, quand on faisait ces 3 albums, lui, dans sa tête, il avait cette division entre real music, la vraie musique, et le truc dance. Et en fait, c'était nous qui lui poussait toujours à maintenant, tu n'as pas compris. C'est les trucs que toi tu fais qui sont pas où tu essayes pas de faire un truc qui existe déjà. Que c'est ça qui compte vraiment. C'est ça qui va aussi être ton plus grand succès. Et un des premiers trucs qui était ça pour lui, c'était le morceau Mind Dimension, parce qu'il était venu chez nous plein de fois, mais une fois, on était venu chez nous avec 17 morceaux qu'il avait commencé en démo, et ils étaient tous cool, ok, et à la fin... C'était 20 secondes ou 25 Ouais, 45 secondes. Qu'il a coupé des trucs rave qu'il aimait bien, parce qu'il était vraiment un hardcore kid. Avec les paroles Every time I look into your eyes, I see the future. Et il avait fait un tout pour... Comme une blague. Et en fait, on lui a dit, mais non, c'est incroyable. Ça, c'est le truc. C'est ça le truc qu'il faut faire. Il dit, mais non, t'es sûr, c'est une blague. Et on a fait le morceau et c'était pour lui un succès. Et de plus en plus, après ça, je crois il a de plus en plus accepté et peut-être compris qu'il y a des trucs qui sont dans son DNA, même s'il veut être Depeche Mode ou je sais pas, ou Soft Cell, c'est les trucs que personne ne ferait que lui, qui sont les choses qui vont être les plus successful. Mais il est vraiment bien comme Dave dit, il fait des... Comment, j'en sais pas des slogans, mais il est vraiment bien de dire des choses dans... je dirais slogan. Il a une manière de sloganesque qui je pense, qui est vraiment fort. Et je pense que ça manque de temps en temps dans la musique électronique, de temps en temps. Et lui, il a vraiment ce talent de dire des choses où tu dis « Oh, wow, c'est quoi? Wow !» Nova Club à Gand, ça va se conclure. On est avec les Soulwax dans le studio d'Iwi. Donc l'étape à venir, ça sort dans le timing réel. Là, maintenant, ça sort vendredi, le nouvel album, All Systems Are Lying. Là, vous allez, je crois, c'est New York dans les prochaines dates. On va à New York lundi, mardi, et après on va à Miami. Non. Aujourd'hui, on est à Miami. Ah oui. Wow. Juste pour être clair. Bien joué, Dave, bien joué. Tout Alors, nous sommes à Miami. on a transité, tout ça. Vous allez jouer... C'est dur pour toi. Hein. Il faut couper. Là, il faut dire que tu veux qu'on est à Gand ou à Miami. Ça va encore. C'est après quand on va devoir remonter. ça va être plus. Vous jouez à l'espace Playel, hein, c'est ça? Oui. C'est ça. Ouais. Vous connaissez cet endroit? Parce que c'est des endroits assez prestigieux. Moi, je crois, oui. Je crois qu'il y a 20 ans, j'ai vu Jean-Michel Jarre
faire Oxygène. Avec le miroir. Oui, une fois là-bas. Je crois que c'est là-bas. Ça me fait rire quand je pense à Jean-Michel Jarre. Ça vous vexe pas que la France, pendant un moment, on était tellement ringard en musique et les Belges, vous étiez plus cool que nous dans les années 80, puis il y a eu la French Touch et ça s'est un peu équilibré depuis que... 2-0. 2-0. Bon, merci beaucoup, c'était super cool merci de parler merci avec de vous. venir. Merci, avec David. Grand plaisir, ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça. Tu veux prendre l'avion à Miami avec nous? Carrément, moi je vous suis sur toute la tournée. Vous allez voir, je vais être sur 7 moi. Et même s'il y a Nine Inch Nails qui joue, je préfère aller vous Il y a voir. Art Baker qui est là. Ah, Baker. Okay. Merci.